Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, ce bref échange, pour vous dire d'abord que je suis venue ici malgré les tragiques actualités françaises, parce que je crois que ce qui se passe sur la question de la lutte pour le développement, de la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, sur la question climatique, sont aussi des sujets majeurs. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est également des... Ça a commencé? Ça y est, c'est bon? No, it's going to totally mess it up, so don't think. C'est bon? Voilà. Donc, ce sont aussi des sujets majeurs pour la sécurité du monde. Donc, je suis venue ici parce que la France, comme c'était son devoir, puisque nous étions le pays qui allait accueillir la COP 21, et donc, dès le mois de septembre 2015, j'ai décidé que la France ferait partie des pays volontaires, parmi les 22 pays qui ont été volontaires, pour présenter les objectifs de développement durable. Deuxième élément très important, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la question climatique et la question des objectifs de développement durable. Et donc, bien évidemment, on le voit, puisque dans le préambule de l'accord de Paris sur le climat, il y a déjà l'essentiel des objectifs de développement durable qui sont intégrés, comme la question du droit à la santé, la protection des peuples autochtones, la protection de l'enfance, le droit à l'alimentation saine, le droit d'accès à l'eau potable, la réduction des inégalités de genre, la question de l'océan aussi. J'ai rappelé ce matin d'ailleurs pourquoi la France a voulu aussi l'intégration de l'océan dans les objectifs de développement durable et dans l'accord de Paris, parce que 70% des habitants de la planète vivent des ressources de l'océan, notamment de la pêche. Donc vous voyez qu'à partir de tous les exemples, de ces 17 objectifs de développement durable, qui ont quelque chose à voir avec le combat humanitaire, nous avons donc une articulation très forte entre les objectifs climatiques et les objectifs de lutte contre la pauvreté, de développement et de lutte contre les inégalités. Et c'est la raison pour laquelle il faut accélérer l'application de l'accord de Paris. Donc je sors d'un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies pour avoir un échange avec lui sur la façon dont nous allons accélérer les ratifications et organiser la journée du 21 septembre prochain en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque vous le savez, comme il l'a dit hier, il y a cette invitation pour mobiliser l'ensemble des pays qui auront ratifié. Et en tant que président de la COP 21, avec le président de la République française, vous le savez, nous avions écrit avec le secrétaire général des Nations Unies déjà avant le mois d'avril à tous les pays pour qu'ils viennent signer. Et aujourd'hui, nous faisons la même démarche de mobilisation envers tous les pays pour qu'ils s'engagent sur la ratification. La ratification, moi je souhaite, en tant que présidente de la COP, je l'ai dit récemment encore au Maroc, je l'ai dit à chaque échéance, je souhaite que l'accord entre en application pour la conférence de Marrakech. C'est vraiment le devoir que nous avons à l'égard de nos amis marocains qui ont décidé que la COP de Marrakech serait la COP de l'action. Et par conséquent, si nous voulons montrer au peuple du monde que nous avons compris l'urgence climatique, nous avons cette obligation morale entre l'accord de Paris, la signature du 22 avril et maintenant l'échéance du mois de novembre, à faire en sorte qu'au moins 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre ratifient l'accord de Paris. L'Union européenne est en bonne marche. La France, vous le savez, a montré l'exemple avec la Hongrie en ratifiant. J'ai mobilisé le président de la Commission européenne qui a inscrit donc à l'ordre du jour il y a quelques semaines du Conseil le principe de ratification, et le Parlement européen a inscrit à son ordre du jour, Martin Schulz me l'a récemment confirmé, la ratification au début du mois d'octobre, ce qui fait qu'il y a une date ferme.
C'est-à-dire que nous rassemblerons le 21 septembre non seulement les pays qui ont déjà ratifié, mais les pays qui ont une date ferme, c'est-à-dire soit qui ont inscrit à leur Conseil des ministres l'adoption du projet de loi de ratification, soit qu'ils ont inscrit à l'ordre du jour de leurs assemblées délibératives, en fonction de leur constitution, également le texte de ratification. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de déclarations d'intention. Il faudra faire la politique par la preuve, comme j'aime le dire, c'est-à-dire pas de discours, des preuves. Donc ce que nous attendons, les pays qui seront rassemblés le 21 septembre seront les pays qui apporteront la preuve de la ratification et nous allons faire en sorte que ces ratifications soient suffisamment nombreuses pour que, au début et au moment de l'ouverture de la COP22, nous puissions, entre le président de la COP21, le président de la COP22 et les Nations Unies, dire voilà, nous avons fait notre travail, les choses sont en bonne voie, les peuples du monde qui souffrent du réchauffement climatique et du dérèglement climatique peuvent faire confiance dans leurs dirigeants, ils ont joint les paroles aux actes, et d'ailleurs personne ne comprendrait qu'après avoir mis si longtemps, comme 21 ça veut dire quand même 21 ans, je me souviens, j'étais déjà ministre de l'Environnement lors de la conférence de Rio, donc il y a 23 ans, lors de le premier sommet de la Terre. Donc on a déjà attendu plus de 20 ans. Donc il est vraiment temps maintenant de passer à l'action. Et pour terminer, je dirais que c'est d'autant plus urgent que vous avez vu les dernières statistiques sur le réchauffement climatique. L'année qui vient sera l'année la plus chaude qu'ait connue la planète, après l'année qui vient de s'écouler, qui a été aussi l'année de la plus chaude qu'ait connue la planète. Et en même temps, je reste très optimiste parce que je vois que l'intelligence humaine s'est mise en mouvement, que des solutions existent. C'est tout l'agenda des solutions, les coalitions qui ont été construites pendant la COP 21 à Paris, les 70 coalitions qui montent très fortement en puissance. J'ai rendu mon rapport sur les énergies renouvelables en Afrique. Il a été envoyé à tous les chefs d'État africains par une lettre conjointe du président de la République française et de la présidente de la COP. J'ai rendu mon rapport sur la question des femmes et du climat avec des propositions opérationnelles, le rapport sur sécurité et climat. Et je vois que les pays s'engagent très fortement dans les coalitions, que ce soit la coalition du prix du carbone. Il y a eu un événement de haut niveau à Paris récemment qui montre que le plus grand nombre de pays maintenant sont en train d'apporter une tarification carbone pour permettre le doublement des investissements dans les filières d'une économie bas carbone. Voilà, donc on a là tous les trois piliers de l'efficacité de la lutte contre le réchauffement climatique, un accord, une volonté de ratification, un rendez-vous le 21 septembre prochain et la montée en puissance des coalitions qui font passer dans la réalité ce qui est écrit dans un accord international. Alors, des questions. Yes, thank you, Madam Minister, Madam President of COP21. You have said that it's a duty of the European Union to ratify, and some countries have deposited or have agreed to it, but they can't deposit their documents until the European Union as a whole does that. You said you have a hope for October. Do you have a firm commitment that the European Union will do this before Marrakesh and COP22? And then since you mentioned Nice, is France doing enough after these terrible attacks? Do you think France could do more to fight terror? Alors écoutez, je ne vais pas mélanger les sujets aujourd'hui, pardon, je ne vais pas parler de la question du terrorisme. Même s'il y a des liens très étroits. Vous savez, on a eu l'occasion, par exemple, lors du sommet africain, avec des chefs d'État africains qui disaient que Boko Haram s'était énormément renforcé autour du lac Tchad parce que justement, il y avait la désertification, les déstructurations des communautés villageoises, etc. Donc c'est vrai que les problèmes de pauvreté extrême ou d'inégalité extrême permettent justement des emprises sur des populations. Et donc le sujet du réchauffement climatique est aussi un sujet de sécurité, même si il ne faut pas tout mélanger non plus et trouver des explications à tout. Donc je répondrai à votre seconde question. Je pense que l'Union européenne va faire mouvement. Les pays qui étaient les plus réticents, je pense en particulier à l'Allemagne, qui publiquement avait déclaré ne pas pouvoir ratifier avant janvier 2018,
a changé d'avis sous l'impulsion de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a imposé l'inscription à l'ordre du jour d'un Conseil des ministres il y a quelques semaines en Allemagne, le principe de ratification. Et donc, ce qui veut dire que c'est un effort de persuasion. Et c'est ce que je fais. Je téléphone, j'appelle chaque fois que le président français rencontre un chef d'État ou de gouvernement. Je suis là pour demander les dates de ratification. Le dernier en date, c'est le président d'Afrique du Sud qui a fait une visite d'État en France. J'ai posé la question sur la ratification. Il a en effet affirmé sa volonté de ratifier rapidement. Thank you, Madam Minister. You are talking obviously about trying to get sufficient ratifications. How worried are you that you're not going to get 55 by the time that the General Assembly meets? And what are you specifically going to be doing to try and get enough ratifications by that time? Alors, je vais, en tant que présidente de la COP 21, en liaison avec la présidence de la COP 22, le Maroc, réécrire à tous les chefs d'État et de gouvernement pour, en appui de la lettre du secrétaire général des Nations Unies, leur demander des preuves du calendrier de leur ratification. C'est-à-dire qu'ils nous disent quelle est la date du Conseil des ministres qui va délibérer, quelle est la date de l'ordre du jour des assemblées délibérantes lorsqu'elles sont prévues, qui vont adopter la ratification de l'accord de Paris. Et le second sujet très important, ce sont les engagements nationaux, les INDC. Car aujourd'hui, vous le savez, quand on fait la somme des engagements nationaux, on est à 3 degrés de réchauffement climatique. On n'est pas à 1,5 degré. Donc aujourd'hui, il y a 2 choses à faire. Il y a la ratification, c'est une chose, mais il y a les actions concrètes, c'est autre chose, et c'est aussi important que dans les programmes nationaux, on ait une exigence plus forte que les premiers projets d'INDC pour que nous puissions, à la fin de l'année et au moment de la COP 22 au Maroc, faire l'addition de tous les efforts pour vraiment être au niveau des 1,5 degré de réchauffement climatique. Et d'ailleurs, ce matin, la Commission européenne, grâce aussi à l'impulsion de la France, a rendu public les contributions individuelles de chaque pays de l'Union européenne. Donc nous avons franchi un pas très important, puisqu'on nous disait que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Et là aussi, l'Union européenne a décidé d'accélérer le processus. Et maintenant, nous aurons une articulation entre la ratification par chaque pays, la ratification au niveau de l'Union et l'engagement individuel de chaque pays pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre et comment cet effort est réparti entre les pays. La France ayant accepté pour débloquer la situation, de faire un effort supplémentaire pour permettre à des pays qui ont besoin d'un peu plus de temps pour décarboner leur économie, d'avoir une marge de souplesse supplémentaire. Madame Royal, est-ce que les signaux que vous recevez des États africains sont-ils favorables ou est-ce qu'il y a encore des réajustements à faire pour avoir un nombre important du côté des Africains? Alors, les signaux sont très favorables, mais là aussi je suis très en contact et je reprends une tournée africaine comme j'avais fait au mois d'août dernier, du 3 au 10 août. Je vais retourner voir les pays africains que je n'ai pas encore visités pour relancer la ratification et je voudrais d'autant plus saluer l'effort des pays africains que eux sont victimes du réchauffement climatique et ne sont pas à l'origine du dérèglement climatique, comme je le dis à chaque fois. Et c'est pour ça que je salue d'autant plus leur engagement parce que les pays africains se projettent dans un modèle industriel post-énergie fossile, de l'après-pétrole et de l'après-charbon. Ça mérite d'être souligné. Au fond, qu'ils ne refassent pas les erreurs que les pays industrialisés ont fait, tout en leur donnant le droit d'accès au développement. Et c'est tout le sens du rapport que j'ai déposé sur l'accès aux énergies renouvelables en Afrique. Et c'est tout le sens de l'initiative énergie renouvelable qui regroupe 10 milliards de dollars qui a mis en place et sur lesquels l'Union africaine est en train de travailler à partir d'un certain nombre de projets opérationnels que j'ai mis sur la table en tant que présidente de la COP 21. The president of the Philippines has said he reneged the Paris Accord. He said that Duterte, the new president of the Philippines,
Le président des Philippines, il dit que l'accord ne va pas. Il ne va pas ratifier. Ouais. Que- Écoutez, Voulez-vous moi, je me méfie toujours des déclarations péremptoires. Je souhaite que ces déclarations puissent changer. Donc, je ne vais pas les condamner. Je vais pas les condamner parce qu'à un moment, il faut peut-être aussi prendre le temps de la connaissance des dossiers. Les Philippines, en plus, c'est vraiment une des parties du monde qui a le plus douloureusement souffert des catastrophes naturelles, des catastrophes climatiques liées au climat, avec vraiment d'une souffrance et en même temps une capacité de résilience extraordinaire. Je me suis rendue, comme vous le savez, lors d'une visite d'État, et vraiment j'espère qu'il y aura un retour à une meilleure raison. Parce que c'est surtout aux autres pays qu'on demande les efforts, pour que les États insulaires puissent assurer leur survie. Voilà. Merci, Madame la Présidente. La question est, how do you see Latin America's progress, first towards the ratification of the commitments, and secondly, the consecution of the goals that are in those commitments that Latin America has made? Quels sont les objectifs ou les aspects qui sont plus spécifiques à l'Amérique latine? L'Amérique latine est très motivée. D'abord parce que la COP20 s'est déroulée au Pérou. Et moi, j'observe avec grande satisfaction la motivation des pays, l'Argentine, la Colombie, enfin bref, tous les pays. Et en plus, il y a eu beaucoup de visites officielles en France. Récemment, il y a eu l'année de l'Amérique latine et de la France, vous savez. Donc, il y a eu toute une réunion de tous les ambassadeurs d'Amérique latine et d'un certain nombre de représentants des gouvernements d'Amérique latine il y a quelques jours, quelques semaines au Palais de l'Élysée. Et vraiment, il y a une déclaration commune de l'ensemble des pays d'Amérique latine pour s'engager dans la ratification et dans l'action. Et ça, vraiment, je m'en réjouis. Merci. Merci beaucoup.